Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 27 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de bonne humeur que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Cette semaine, à mes côtés, c'est Jeff qui réalise cette matinale tout au long de la semaine. Si vous souhaitez vous aussi réagir pendant la matinale, un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, ou bien par exemple à nous indiquer quel temps fait-il du côté de chez vous au réveil. Et justement, jetons un coup d'œil à cette carte météo de votre ciel en ce lundi 27 avril. Un ciel qui est déjà voilé, mais dont le temps reste agréablement lumineux en Vendée ce matin. Un vent de nord-est plutôt faible, 15 à 20 km/h en rafale, et des températures qui oscillent entre 10 et 13 degrés d'est en ouest. Pour l'après-midi, le ciel restera légèrement voilé avec un vent toujours de nord-est qui s'intensifiera, 30 km/h à prévoir pour les rafales et des températures qui continuent de grimper bien au-delà des normales de saison, comptées en moyenne 24 degrés pour l'ensemble du département. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et des coefficients qui sont relativement bas en cette dernière semaine du mois d'avril. Comptez 56 et 61 pour les marées du côté de la Tranche-sur-Mer, 47 et 51 pour celles du passage du Gois et de Beauvoir-sur-Mer. Une première basse mer ce matin entre 8h37 et 8h45, ce qui veut dire que l'océan va se rapprocher petit à petit du littoral pour atteindre la pleine mer cet après-midi, 14h40 du côté du passage du Gois, 15h28 de côté de la Tranche-sur-Mer. Et chaque lundi, nous faisons un point sur les carburants et sur le prix qui s'affiche à la pompe du côté de chez vous. Les utilisateurs de samplon 95 ont encore un prix qui ne dépasse pas pour le moment les 2 € à la pompe ce matin. Si vous êtes du côté par exemple de Bournezeau, 1,95 € affiché ce matin du côté du Total de Bournezeau, 1,98 €, 1,99 €. Ce sont les prix dans le sud Vendée, à Luçon ou encore dans le Bocage du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Pour les utilisateurs de gasoil, vous en avez l'habitude désormais, un petit peu plus de 2 € à la pompe pour votre carburant. C'est le cas du côté de La Roche-sur-Yon, 2,02 €. C'est le même prix du côté du Poiret-sur-Vie ou encore de Chantenay où le prix s'affiche à 2,08 € ce matin. Un mot des chantiers de l'information trafic. Vous avez peut-être déjà pris la route pour le travail ou vous apprêtez à vous y rendre. Voici les différents secteurs qui pourraient créer des ralentissements sur votre route ce matin. Alors prenez toutes vos précautions. Tout d'abord du côté d'Esnay où des travaux de dépose de glissières de sécurité débutent normalement ce lundi 27 avril sur la 4 voies qui contourne la commune. Un chantier qui doit s'échelonner tout au long de la semaine. Et je le rappelle, des basculements de voies sont toujours en cours sur cette même D948. Basculements de voies qui sont également opérés sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Boufféré. Alors prudence, si vous prenez ces secteurs, des ralentissements sont à prévoir ce matin. Nous vous posons chaque matin également une question du jour, la question liée à l'actualité, à votre quotidien ou bien à un reportage que nous vous avons proposé dans nos éditions du journal. La question du jour, la voici. Quel livre conseilleriez-vous à des lecteurs amateurs? Voici la question que nous vous posons en ce premier jour de la semaine. Vous êtes déjà nombreux à répondre à cette question. Manuela qui nous invite par exemple à aller bien évidemment dans le réseau de bibliothèques aux 4 coins de la Vendée. D'autres autrices sont également conseillées comme Véronique Olmy, c'est Hélène qui nous conseille l'autrice Véronique Olmy ou encore l'autrice locale Delphine Giraud. Merci mesdames pour ces différentes réponses. Je vous propose de positionner vous aussi vos réponses et vos idées en commentaire sur la page Facebook de TV Vendée sous le post de la question du jour ou bien via le WhatsApp de la matinale. Et sans plus attendre, je vous propose désormais de passer à l'actualité. C'est l'heure du journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on
Commence ce journal avec cet incendie qui s'est déclaré vendredi en fin de journée sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Les pompiers ont été sollicités vers 18h pour un départ de feu qui a ravagé plus de 1000 mètres carrés de bâtiments de l'usine Stam Maître-Coq. Au plus fort de l'opération, 71 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Le bilan de la situation avec le directeur général de Maître-Coq, Roland Tonarelli, au lendemain de l'incendie. On peut dire à ce stade, c'est qu'il y a à peu près un tiers du site qui est totalement détruit. C'est-à-dire que sur un site de 4500 m², il y a un petit peu plus de 1000 m² qui est totalement détruit. C'est toute la partie la congèle et la partie stockage des emballages. Donc toute cette zone-là est totalement inutilisable. Par contre, il y a eu beaucoup de fumée dans tout le site, mais semble-t-il le reste du matériel, une bonne partie est intacte. Les armoires électriques aussi, les serveurs informatiques. Voilà, donc là maintenant on est en gestion de crise avec un certain nombre de mes équipes pour évaluer, mettre en sécurité et réfléchir à comment on peut faire par rapport à l'avenir de ce site pour redémarrer et servir les clients. La première des choses, c'est déjà de vérifier toutes les charpentes et de vérifier la sécurité, de remettre en électricité et ensuite d'assurer un gros nettoyage sur toute la partie qui a été endommagée par les fumées. Donc tout ça, il faut qu'on le diagnostique, ça va prendre un peu de temps. Là, on est en train de passer toutes les commandes pour intervenir dès les premiers jours de la semaine et au fur et à mesure, on va pouvoir mettre des dates en face. Un mot également de ce terrible incident survenu hier au Sables-d'Olonne. Un homme d'une cinquantaine d'années est tombé du 6e étage d'une résidence et a été retrouvé sans vie sur le toit de commerce voisin à la mi-journée. Un important dispositif de pompiers, de SAMU et de forces de sécurité a alors été déployé. La circulation a ainsi été coupée le temps de l'intervention. La victime n'a malheureusement pas pu être sauvée. L'actualité en bref, c'est également cet arrêté paru au journal officiel ce dimanche qui mentionne l'abaissement du niveau de risque lié à la grippe aviaire. Jusqu'alors maintenant au haut niveau de vigilance, ce dernier est désormais passé au niveau modéré. La raison, la non-présence de cas actifs de grippe aviaire sur le territoire depuis 10 jours désormais. Cet allègement des mesures met notamment fin au confinement des volailles dont seulement certaines zones sensibles sont encore concernées. En février dernier, des inondations touchaient l'ensemble de la France et n'ont pas épargné la Vendée. Des campings, des particuliers ou des commerçants ont eu de nombreux dégâts durant ces incidents. Plus de 2 mois plus tard, certains professionnels s'apprêtent à rouvrir, comme c'est le cas de la guinguette de l'Aubrais à Péau. De son côté, Angles est la seule commune de notre département à être reconnue en état de catastrophe naturelle par l'État au titre des inondations du 11 au 20 février 2026. Mais comment fonctionnent ensuite les indemnisations avec les assurances? Quelles précautions prendre en vue des prochains hivers? Réponse avec ce reportage de Simon Felipeau. En ce mois d'avril, la tour de Mauric à Angles est au sec. Mais la voici en février dernier. Les pieds dans l'eau, comme plusieurs campings de la commune, impactés par les inondations, avec également plusieurs particuliers. Une situation qui a poussé la commune à demander la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. C'est ce qu'attendent les assureurs des différents campings sinistrés ainsi que les particuliers. Et pour ça, nous avons demandé donc un dossier qui a été envoyé par mail. Donc chacun des campings, chacun des particuliers concernés ont envoyé par mail effectivement un dossier assez étayé avec à la fois donc les désordres constatés, mais aussi des photos. L'état de catastrophe naturelle a été accordé à la commune le 15 avril, accélérant le versement des indemnités par les assurances aux sinistrés. À quelques kilomètres de là, la guinguette de l'Aubrais a aussi été particulièrement touchée. Là, en 2026, c'est monté jusqu'à là. Ils avaient prévu que ça monte jusqu'ici. Et en fait, ça s'est arrêté 12 cm en dessous de la fenêtre. Clémence et son équipe sont habitués aux inondations. Les meubles sont tous rehaussés à cet effet, mais celle vêtue en février était tout de même exceptionnelle. On devait ouvrir le 3 février, on a vu l'eau tomber, donc on a reporté au 6. Et en fait, le 5, on a tout rangé, tout plié pour vivre cette inondation qui a duré au moins 20 jours et qui a été très très importante. Et du coup, on a dû venir la nuit, toutes les 2h30, remettre de l'essence dans les pompes thermiques. Donc c'est mon ami qui se levait la nuit. Et puis quand il venait se coucher le matin, c'est moi qui prenais le relais pour mettre de l'essence dans les 3 pompes, dans le groupe électrogène également. Et il faut être très vigilant
Et puis beaucoup de sang-froid et après beaucoup d'huile de coude quand l'eau redescend pour venir à chaque fois que l'eau redescend un petit peu, repousser la boue dans le lait et avoir le moins de boue possible accumulée. Après un intense ménage, la guinguette a pu rouvrir fin février. Clémence prépare déjà le prochain hiver en mettant de côté le budget nécessaire à la gestion des inondations. Carnet noir désormais avec la disparition survenue jeudi dernier de l'ancien maire de Roche-Trejoux, Christian Boissineau, âgé de 74 ans. L'élu vendéen était entré au conseil municipal de la commune en 1983 avant d'en prendre la tête durant 12 années de 2014 à 2026. Ce dernier avait fait le choix de ne pas se représenter en mars dernier. Une cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui à 15h à l'église de Roche-Trejoux avant un hommage à Christian Boissineau à 16h30 à la mairie de la commune. Direction le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne où un homme était jugé en fin de semaine dernière pour des faits présumés d'exhibition sexuelle commis au préjudice de plusieurs enfants de l'école Saint-Joseph de Sainte-Foy. Plusieurs victimes ainsi que l'OGEC de l'établissement scolaire s'étaient portés partie civile. Le reste, c'est Louise Ménori qui vous le raconte. Ce sont 5 enfants qui accusent celui que l'on appellera Patrick d'avoir montré son sexe depuis les fenêtres de son logement qui donnent respectivement sur la cour de récréation et le parking de l'école Saint-Joseph à Sainte-Foy. Les parents de l'une des victimes et l'OGEC se sont constitués partie civile. Ils étaient présents lors de ce procès. Les faits se seraient déroulés le 12 octobre et le 12 décembre 2025. L'homme âgé de 60 ans mène selon l'expertise psychiatrique une vie isolée de célibataire. La procureure, elle parle d'un homme qui montre, je cite, une certaine dangerosité. Elle requiert 10 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire et une interdiction de paraître dans la commune. Un réquisitoire qui constitue une mort sociale selon la défense. Pour Maître Girard, les déclarations des enfants sont incohérentes. Il dénonce une manigance de l'établissement à qui l'accusé loue son logement pour tenter de l'en évincer et plaide la relaxe. À partir du moment où il y a eu un changement au niveau de l'OGEC sur le bureau, on lui a fait comprendre immédiatement que son loyer était pas assez élevé. Bon. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a des rumeurs qui ont commencé à courir. C'est quand même curieux. Et la difficulté, c'est qu'au final, vous avez des rumeurs, les enfants parlent, les parents parlent, les enfants écoutent, les enfants entendent. Et puis on sait, la parole des enfants, ce qui peut se passer. On peut aussi inventer des choses, on peut inventer certaines... et je pense que c'est finalement ce qui a pu se passer. Parce que d'ailleurs, quand on reprend les déclarations des enfants, encore une fois, elles ne sont pas cohérentes. Vous en avez un qui dit telle chose et l'autre qui dit telle chose. Sur l'autre fait, vous avez un enfant qui n'est plus du tout catégorique lorsqu'il est entendu. Et l'autre enfant qui était avec elle vient nous dire « mais non, on n'a rien vu ». Le juge a tranché 8 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, une interdiction de contact avec les mineurs durant 5 ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Patrick et son avocat se réservent le droit de faire appel dans les prochains jours. À moins de 3 semaines du 81e anniversaire de la fête de la victoire du 8 mai, plusieurs communes vendéennes, comme Saint-Jean-de-Mont, ont organisé une cérémonie en souvenir des victimes et des héros de la déportation au cours de la guerre 39-45. Un événement porté par la section locale de l'UNC, l'Union nationale des combattants de Saint-Jean-de-Mont. Une cérémonie plus confidentielle, mais qui n'en reste pas moins chargée en émotions. Pour le nouveau maire de Saint-Jean-de-Mont, cette célébration était une première, tout comme pour le jeune Liam, porte-drapeau et élève de la classe défense du collège Pays de Mont. Dans la classe, il nous fallait un porte-drapeau et du coup je me suis porté volontaire pour être le porte-drapeau pour cette cérémonie. Je savais globalement ce qui allait se passer, les gestes qu'il fallait faire et j'avais déjà participé à des cérémonies donc j'étais un peu préparé. Le plus compliqué, c'est d'être en coordination avec les autres porte-drapeaux et de faire les gestes dans le bon ordre et au bon moment. Il est très important de se souvenir de l'histoire, de se remémorer l'histoire. Je suis effectivement membre de certaines associations qui se remémorent l'histoire et je suis très attaché à l'histoire de la Vendée aussi en particulier, que je ne suis pas vendéen, donc j'étais obligé d'étudier dans le détail toute l'histoire de la Vendée, notamment depuis les guerres de Vendée. Et je suis très heureux de participer à ces cérémonies du souvenir. C'est un devoir de maire, c'est très nouveau pour moi, effectivement. Je n'étais pas habitué à ces cérémonies, mais c'est avec plaisir que je préside ces cérémonies-là.
On termine ce journal avec l'annonce du lauréat du prix Ouest 2026. Le jury s'est rassemblé vendredi dernier pour élire le grand gagnant de cette nouvelle édition du concours littéraire créé en 1992. Et le choix s'est porté sur le premier roman de Louis Raymond, journaliste spécialiste de l'Asie du Sud-Est, pour son ouvrage Loin du Mékong. Je vous propose d'écouter Yves Violier, le président du jury. Ce roman nous a tous, à la quasi-unanimité, séduit à la fois par la qualité de son écriture, bien sûr. C'est un monument. C'est un monument qui évoque à la fois une ancienne Indochine, à la fois le Cambodge, le Vietnam, les recherches de racines, avec une sensibilité, les couleurs, les odeurs. C'est un premier roman, celui-ci. Et pour ce primo-romancier, il va recevoir 5 000 €. Ça n'est pas rien. Et en même temps, une reconnaissance pour ce premier livre. Vous imaginez, comme départ dans une vie d'écrivain. Je crois qu'il se souviendra longtemps du prix Ouest pour Loin du Mékong. Un prix qui sera remis à l'occasion du Printemps du Livre de Montaigu, le week-end du 8 au 10 mai prochain. Je vous propose sans plus tarder de passer à la chronique du jour. Et le lundi, nous parlons sport. Au programme de ce lundi, justement, du football, beaucoup de football, avec un point sur la Nationale 2 et la Nationale 3, où La Roche et le Poiré sont toujours leaders de leur poule. Un mot de rink hockey avec la Vendéenne qui remporte la Coupe de France, ou encore du rugby et le FCY qualifié pour les phases finales. Un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Ouvrons notre chapitre football et commençons par la Nationale 2 où La Roche joue toujours la montée, mais les Lyonnais ont concédé le match nul 0-0 à Poitiers. Les Rouges et Blancs restent malgré tout en tête de leur poule, 3 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux qui eux ont gagné 4-1 contre Montlouis. Toujours en Nationale 2, les Herbiers recevaient Granville avant-dernier du championnat. Les visiteurs qui ont fait un très gros premier quart d'heure et qui ont été récompensés à la 26e minute par l'ouverture du score inscrit par Théo Emmanueli, mais les Arbretais ont réagi par l'intermédiaire de Jérémy Billy. Résultat, les deux équipes sont à égalité à la mi-temps, un partout. Au retour des vestiaires, encore une fois, les Grandvillais réalisent une très bonne entame de seconde période et c'est le malheureux Malik Lopi qui vient tromper son gardien pour un but contre son camp. Les visiteurs reprennent l'avantage et il faut attendre la 72e minute pour voir l'égalisation de Benjamin Brélivet. Les Arbretais vont pousser pour égaliser, mais ce sont les Grandvillais qui vont se montrer une nouvelle fois dangereux et c'est Bastien Remp qui va sauver par 2 fois ses coéquipiers. Résultat, match nul 2 partout entre les Herbiers et Granville. Non, on a la frustration de ne pas aller chercher cette victoire parce qu'aujourd'hui on ne fait pas un super match. À mon sens, on a beaucoup manqué de justesse technique, donc ça ne nous ressemble pas. D'habitude, on fait preuve de plus de maîtrise et donc là, c'est ce qui nous a manqué un peu ce soir. Donc non, on est frustré d'avoir ce point. On voulait aller chercher la victoire. On a eu un peu de visage au début, on n'était pas du tout dedans, on les regardait jouer, on manquait d'intensité. Et une fois qu'on a pris le but, en fait, on s'est réveillé. Et puis là, on est allé de l'avant et c'était beaucoup mieux avec le ballon. Donc on est revenu au score logiquement. Toujours en football, mais cette fois en National 3, le Poiré reste leader de sa poule. Après sa victoire 2-0 contre la réserve angevine, l'Union Foot Touraine revient à 4 points. Un peu plus bas au classement, Chalandais et Sablé s'affrontaient pour un nouveau derby vendéen dans ce championnat. Les Chalandais rentrent bien dans leur match et mènent 2-0 à la 50e minute de jeu. Le premier tournant du match, c'est l'exclusion à la 55e minute de Soufiane Orag. Mais les Sablés ne lâchent rien et à 10 contre 11, ils vont réduire l'écart, puis égaliser en l'espace de 10 minutes. Mais c'est l'inévitable Jordan Cuvier qui va redonner l'avantage aux siens, 3-2 sur penalty. Les Sablés termineront la rencontre à 9 contre 11. Chaland reste 4e et les Sablés glissent au 11e rang. C'est jamais facile de jouer une équipe qui est réduite à 10. On prend un but malheureusement encore casquette qui nous arrive un peu trop souvent depuis janvier malheureusement. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ce 3e but relance un peu la partie. Ils égalisent dans la foulée. On se met un peu à douter et après on reprend un peu le pas sur la fin du match et on se remet à un moment donné à avancer. Et, bon, après, penalty, pas penalty, c'est vrai que la main est décollée. Il faut rester quand même sur la vue d'ensemble, et sur la vue d'ensemble, je pense que la victoire est plutôt méritée.
Aurine Coquet, la Vendéenne, a remporté sa 7e Coupe de France 4-2 contre Noisy-le-Grand, après avoir éliminé en demi-finale 3-1 Dinan-Quévert. Cela faisait 10 ans que les Rouges et Noirs n'avaient pas remporté la Coupe de France. Enfin, en rugby, malgré la défaite 33-29 du FCY, les Lyonnais terminent 5e de Fédéral 2 et se qualifient pour les phases finales. Les Sablés, eux, sont maintenus pour leur première saison en Fédéral 2. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et je vous invite également à retrouver notre entretien de la semaine avec Marc Valisco. Il est le président de la Fédération française de Kwankido. Et je vous propose sans plus attendre de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission diffusée dans la semaine sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, zoom sur Trésor caché, présenté par Marion Blanchet. Elle vous emmène cette semaine dans la baie de Bourgneuf à la découverte de la commune de Bouin qui fut il y a plusieurs siècles une île. On sait que la population s'y est installée très tôt. Alors a priori, aux alentours de l'an 300, on a déjà des hommes, des armoricains qui sont installés avant d'être par la suite christianisés. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la date du 7 juin 567. C'est le premier gros raz-de-marée documenté qui touche l'île de Bouin. Et il est intéressant parce que ce raz-de-marée, c'est peut-être le premier documenté, mais c'est pas le dernier, loin de là, puisqu'on est sur une île qui est extrêmement basse. Bouin va même être qualifiée d'île la plus basse de toutes les îles de mer Océane en 1707. Intéressant. C'est un écrit. Et ça va vraiment jouer sur l'activité et le développement du territoire. Parce qu'on est à la lisière entre l'océan et le marais. Et dès le Moyen-Âge, tu t'imagines bien que ce territoire particulier, il va être exploité. Oui. Particulièrement pour l'activité salicole. Oui, alors ça tombe bien, Julie, parce que moi je voulais revenir aussi sur une autre caractéristique de Bouin. Oui. Dès la période gallo-romaine, nous sommes entre deux tribus. Exactement. Au Moyen-Âge, nous sommes sur un espace de marche. Oui, tout à fait. La Bretagne, le Poitou. Exactement. Comment ça s'organise ici? Alors, c'est très particulier puisque Bouin, comme tu l'as dit, elle est un peu entre deux. Elle n'est pas tout à fait bretonne et pas tout à fait poitevine. Très tôt, on va avoir deux administrations qui vont se mettre en place. 6 mois de l'année, c'est le sénéchal de Bretagne qui gère l'île de Bouin. Et les 6 autres mois, c'est le sénéchal de Poitou. Mais c'est le seul endroit de Vendée. Ah oui, c'est une caractéristique tout à fait particulière à l'île de Bouin. On ouvre le livre d'histoire alors, Julie? Allez, c'est parti. Je suis. Julie, tu nous as donné rendez-vous ici, j'imagine qu'il y a un sens particulier, peut-être d'ailleurs autour de ce bâtiment. Oui, alors ce bâtiment, il s'appelle le Pavillon et il a été bâti, il date de la fin du XVe siècle. Extra. Incroyable, parce que ce qui s'est passé à la fin du 15e, c'est qu'on sait que Louis XI, en 1472, a décidé de brûler quasiment l'intégralité du bourg de Bouin. Pourquoi? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un territoire qui est situé à la lisière du duché de Bretagne. Et il veut se protéger de l'avancée du duc de Bretagne. Donc il va décider de sacrifier Bouin. Et il y a beaucoup de bâtiments qui vont être détruits, l'église entre autres. Il y en a certains qui vont perdurer jusqu'à nous, mais très peu. Et le pavillon, il a été reconstruit après ce grand bûcher de l'île de Bouin. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Trésor caché cette semaine sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale. Il est donc l'heure de passer à votre café cuisine. Et à gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 2 places de cinéma offertes par notre partenaire de cette semaine, le Cinéville de La Roche-sur-Yon, et une nouvelle question à laquelle il vous faut répondre pour tenter de remporter le lot de cette semaine.
En quoi la créatrice Mathilde Doucet transforme-t-elle d'anciennes assiettes? Si vous étiez avec nous la semaine dernière, cette question vous rappellera sans aucun doute l'un des reportages proposés lors des journaux de TV Vendée. Nous cherchons donc cette semaine une catégorie d'objets dans le jeu de la matinale. Avec un premier indice en ce lundi, il s'agit d'objets qui peuvent se transmettre par exemple de génération en génération. Alors, avez-vous déjà trouvé la réponse au jeu de la matinale? Si oui, je vous invite à vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour le faire et tenter de remporter les 2 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec votre journal de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. Rendez-vous également ce soir dès 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 7h pour une nouvelle matinale. Très belle journée sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there